Sophie Vitali, médium et voyante, a sélectionné avec soin médiums et voyants pour leurs véritables dons et leurs qualités humaines. Regroupée au sein d'Infinita Corse Voyance, Sophie Vitali vous propose avec son équipe des consultations de voyance par audiotel au 0890 100 280 à 40 centimes la minute, ainsi que des forfaits consultations privées à tarif avantageux avec minutes gratuites. Infinita Corse Voyance, c'est aussi un cabinet de soins énergétiques à distance, des consultations en privé à partir de 1,90 € la minute. Vous pourrez également participer et partager vos expériences pendant les émissions en direct sur Mystique Radio, sur les thèmes de la parapsychologie, du bien-être et du développement personnel. Tous les mardis dès 21h, Infinita Corse Voyance et Sophie Vitali, médium et voyante reconnue par la presse et les consultants, vous propose de tester en direct et gratuitement les médiums de son équipe pendant les lives voyances gratuites. Pour suivre toute l'actualité, abonnez-vous à la page Facebook Sophie Vitali Médium Voyante. Consultez le site internet www.infinita-corse-voyance.com, le service audiotel au 0890 100 280, 0890 100 280 à 40 centimes la minute. Mystique Radio, musique et spiritualité en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'Hebdo. Ce soir, je suis accompagnée de mes fidèles chroniqueurs, Bassoane, que tout le monde connaît sous le nom de Chewbacca, Lucilia et Sibylle. La petite nouveauté de ce début d'année, c'est que l'Hebdo change de format. Toutes les semaines, en deuxième partie d'émission, je recevrai l'invité de la semaine. Ce soir, je reçois Luc Darac, maître praticien en hypnose. Alors ce soir, nous parlerons de l'origine des tatouages, de pâtisserie, de harcèlement scolaire, et quant à moi, je vous parlerai de paranormal, comme toujours, avec des lieux réputés pour leur hantise. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir à tous. Voilà, alors, Bassoane, toi tu voulais nous parler de l'origine des tatouages. Allez, on y va, Bassoane. Oui. Tu t'es reposé tout le mois de décembre. Allez, go. Alors, oui, effectivement, je voulais vous parler de l'origine des tatouages parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tatoués, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Donc, en fait, c'est un livre que j'ai depuis longtemps qui s'appelle Les Hommes illustrés, que j'ai eu pour mes 18 ans, bref. Alors, la première trace d'un tatouage fut trouvée sur une figurine en terre cuite datée d'environ 5300 ans avant Jésus-Christ. Elle provient du site de Hiera Pietra, en Grèce. Représentant la déesse mère, elle porte des motifs incises ou peints qui semblent confirmer une pratique de la décoration corporelle dans l'Europe néolithique. Donc, c'est-à-dire qu'en 5300 ans, il y avait déjà des traces de tatouages. Par exemple, l'homme de Simélin. Alors, pour les intimes, il s'appelle Hibernatus. L'homme de Simélin, Hibernatus, conservé dans les glaces alpines depuis 5300 ans, était porteur de tatouages à gauche de sa colonne vertébrale, dont il y avait 3 petites rayures verticales et aussi 3 autres rayures sur le mollet et sur la cheville droite. Selon les chercheurs, ces tatouages de 3 petites rayures étaient faits par les chamans et sorciers pour les protections et aussi pour tout ce qui était médical. Parce qu'à l'époque, on soignait en faisant des saignées, comme on disait. D'accord, donc, mais alors attends, Bassoane, mais est-ce que ça a un rapport aussi avec les dessins trouvés dans les grottes, tout ça, puisqu'on savait qu'à l'époque, ils dessinaient, ils avaient quand même... Alors, justement, franchement, tu lis dans mes pensées, Sophie, parce que justement, regarde, j'ai pas fini, j'y viens, vers 35 000 ans avant notre ère, 35 000 ans, nos illustres ancêtres néandertals auraient laissé des preuves de leurs évolutions dans la grotte d'Arcy-sur-Cure, qui se trouve dans l'Yonne, où l'on a retrouvé de nombreuses traces de leur talent d'artiste, comme une canine de renard portée en pendentif. C'est-à-dire que déjà à l'époque, il y a 35 000 ans en arrière,
ils se faisaient beau gosse, ils sortaient danser le disco, la fête du samedi soir. Voilà, donc il y avait une canine de renard portée en pendentif, rien que ça. Des ossements d'oiseaux servant à piquer et à tatouer. Des minéraux transformés en poudre pour servir de colorant, dont il y avait l'ocre jaune, l'ocre rouge, et c'était chauffé au-dessus d'un feu pour modifier et avoir des nuances, et obtenir ainsi une palette étendue de jaune, de rouge et de brun. Bien sûr, le D'accord. bleu, tout ça, ça n'existait pas à l'époque. Hein. Donc déjà à l'époque, il y a 35 millions d'années derrière, l'homme néandertal, bah, il se faisait beau, il se faisait des pendentifs. Effectivement, tu as raison, Sophie, ils dessinaient avec leurs mains surtout sur les grottes, hein, ils représentaient les animaux, mais sur eux, ils se tatouaient aussi, hein, pour te dire hein, que D'accord. ça date pas d'hier. D'accord. Alors, alors Oui, mais ensuite, je alors continue. attends, quelque chose que j'ai pas compris. Les aiguilles n'existaient pas. Donc ils prenaient quoi? Des morceaux de Non, fer? alors non, non, il y avait rien justement, qui alors existait. j'ai peut-être parlé trop vite. Alors, ça y est, Avec les dents. tu m'as perturbé, voilà. Alors ça y est. Non, pour se piquer, ils utilisaient des ossements d'oiseaux, parce que les ossements d'oiseaux c'est très fin, tu vois, c'est très D'accord. pointu. Et donc ils se servaient de ça pour piquer et pour se tatouer en fait. D'accord. C'est-à-dire ils prenaient l'ossement d'un oiseau, l'ossement pointu en fait. D'accord, c'est comme une aiguille. Ils le trempaient dans un mélange liquide qu'ils avaient fait à base d'eau et d'ocre jaune ou d'ocre rouge. Et ensuite, ils se piquaient la peau comme ça, et c'est comme ça qu'ils se décoraient la peau. Alors, je te Donc dis déjà, à pas. l'époque, ils se tatouaient, hein. Ouais, d'accord, mais alors je te dis pas le nombre de personnes qui ont dû décéder d'infection. Ah, mais je pense qu'il y avait les dinosaures au cul, donc je pense qu'ils avaient d'autres problèmes plus graves que des infections. Parce que quand t'as un T-Rex qui te course, je pense que l'infection, t'y penses après, hein. Alors, j'en étais où? Non, déjà pour dire qu'à l'époque, et d'ailleurs, ils disent que si donc ça se trouve dans la grotte d'Arcy-sur-Cure, dans Lyon, et justement, vous pouvez voir justement la présentation des outils qui se servaient pour se faire beau, pour se décorer, pour se tatouer, hein. Et C'est du coup, quand même, qu'est-ce qui s'est tatoué? je pense que c'est surtout les hommes, hein. Des T-Rex? Non, des T-Rex, non, ils se tatouent. Justement, je sais pas, peut-être qu'ils se tatouaient des T-Rex, hein. On n'en sait rien, parce on a retrouvé les ossements, mais voilà. Hein. Donc ça, c'était les hommes de Néandertal. Mais l'homme qu'ils ont retrouvé, Hibernatus, lui, c'était 5300 ans. Donc c'était un plus dans notre époque, si vous voulez. Et lui, par contre, il avait des points. Il avait des points ou des petites traces au niveau de la colonne vertébrale ou au niveau des mollets. C'était pas vraiment des dessins, hein. C'était surtout des traits, des symboles. D'accord. Donc ça c'est pour voilà. Donc ça c'était pour parler justement des hommes préhystériques qui se servaient d'ossements, tout ça pour se tatouer. Alors plus proche de chez nous, plus proche de nous, en 1590, les Pictes. Alors les Pictes, c'est les anciens habitants de l'Angleterre, tiraient leur nom du latin picti, qui signifie peint, être peint, en référence à leur corps tatoué. Une jeune femme noble est représentée avec des tatouages aux motifs floraux et des boucliers. Les tatouages ont eu une fonction fondamentale pour les peuples ne sachant pas lire, ne connaissant pas l'écriture. Parce qu'à l'époque, forcément, même maintenant, nous savons des gens qui savent pas lire, hein, voilà. Donc, mais à l'époque, l'écriture, c'était vraiment réservé à l'élite. Il y a très peu de gens qui savaient lire, surtout en 1590. Donc, les tatouages faisaient office de message et de reconnaissance entre les peuples. Donc ça a joué un rôle important, hein. D'après un texte écrit par mon ami l'historien et géographe grec Hérodote, hein, en 228 avant Jésus-Christ, il disait que chez les Thraces, donc les Thraces, c'est un peuple barbare indo-européen, donc on va dire c'est un peuple qui était entre la Bulgarie, la Macédoine et la Grèce. Donc c'est ce qu'on appelait à l'époque les barbares. Donc il disait que chez les Thraces, on estimait noble d'avoir la peau tatouée et on trouvait ça vraiment moche de pas en avoir. Donc c'est-à-dire que déjà à l'époque,
Si t'étais tatoué, t'étais un beau gosse. Si t'étais pas tatoué, bah en fait, voilà, t'étais un vilain, quoi. Mais T'étais dans beaucoup, pas classe, quoi. T'étais pas. dans beaucoup d'ethnies, c'était aussi pour démarquer les classes sociales. En Inde, un peu de Oui, partout. déjà. Hein. Oui. C'est ça. Alors, il y a aussi dans la chrétienté. Alors, tatouage et chrétienté. Dans la Rome chrétienne, ce sont paradoxalement les nouveaux convertis qui se tatouaient, perpétuant une tradition venue des premiers chrétiens. Les symboles tatoués, étaient le monogramme du Christ, le cerf, le triangle, l'agneau et le poisson. Lors des croisades, les autorités religieuses assuraient aux croisés une sépulture chrétienne à la condition de porter sur eux une croix tatouée. Donc, c'est-à-dire que même chez les chrétiens, c'était une condition pour avoir une sépulture correcte. Alors, en Égypte, c'est sympa. Donc, dans l'Égypte ancienne, seules les femmes à la moralité douteuse étaient tatouées de la divinité Bès. Alors, Bès, c'est une espèce de petit nain difforme, ça ressemble à un petit diablotin en fait. Hein. Donc, seules les femmes à la moralité douteuse étaient tatouées de la divinité Bès. Étaient concernées les musiciennes, les danseuses et les prostituées. Voilà. Donc, en fin de compte, en Égypte, il y avait que les musiciennes, les danseuses et les prostituées qui étaient tatouées de la divinité Bès, qui pour elles était une sorte de protecteur, était un petit peu leur maître. D'accord. Maintenant, on va arriver au Japon. Alors, le Japon, c'est intéressant. Au Japon, l'usage primitif, donc ça s'appelle l'erizimi. L'erizimi, ça veut dire en japonais insérer de l'encre de charbon. Le tatouage était avant tout un art populaire, dont les artisans et les commerçants, qui formaient le petit peuple d'Edo, donc Edo, c'est l'ancien Tokyo, se tatouaient car ça incarnait en fait une forme de résistance passive à l'autorité des classes dirigeantes. C'est-à-dire que pour eux, c'était une façon de se rebeller passivement. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu ce que tu as dit, Sophie. C'est-à-dire que ça permettait en fait de montrer une certaine partie du peuple. C'est-à-dire qu'effectivement, au Japon, hein, les personnes importantes n'étaient pas tatouées parce que c'était mal vu, parce que c'était réservé aussi aux yakuza. Les yakuza, le mot yakuza, en fait, ça signifie les vauriens, les voyous. En fin de compte, au Japon, il y avait beaucoup de gens à l'époque qui travaillaient dans des chantiers, qui faisaient des chemins de fer et tout. Et le soir, ils aimaient se détendre dans les salles de jeu où il y avait des prostituées, où ça jouait de l'argent, des jeux d'argent. Et en fin de compte, c'était donc ces voyous qui faisaient tout pour faire dépenser un maximum d'argent à ces travailleurs, en fait, dans l'alcool, dans les prostituées et dans les jeux. Et c'est pour ça que ils se sont marqués eux-mêmes de tatouer parce qu'ils étaient un petit peu les rebuts de la société. Oui, mais de Donc, toute façon, même en France, dans les années 60-70, être tatoué était très mal vu. Hein. C'était les prisonniers, c'était une certaine catégorie de personnes. Hein. C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu faire justement ce reportage. Qu'est-ce que je me la raconte moi. Cette chronique sur l'origine du tatouage, parce que de Hibernatus à de l'homme de caverne à Hibernatus, aux Thraces et aux Scythes aussi. Donc les Scythes, c'était un peuple barbare d'origine iranienne. Tous ces peuples-là étaient tatoués. Tous ces peuples-là étaient tatoués. Et c'était la haute direction, on va dire les familles nobles, qui étaient tatouées à cette époque-là. C'est pour ça que c'est marrant de voir que à une certaine époque, c'était les gens d'une certaine classe sociale qui étaient tatoués, et ceux qui étaient dans une classe plus basse n'étaient pas tatoués. Et ensuite, ça change comme ça, par évolution. Ça fait des vagues. Oui, Donc, maintenant, aujourd'hui, c'est très rare, hein, les personnes qui ne sont pas tatouées. Moi-même, j'ai 2 tatouages dont un qui est pas petit. Hein. Mais enfin, c'est vrai que. Moi aussi, je suis tatoué, donc Alors, c'est ça qui est intéressant aussi. Au 7e siècle, au Japon, seuls les bourreaux, les croque-morts, je pense à toi, Sophie. Seuls les bourreaux, les croque-morts, les équarrisseurs et autres personnes jugées indignes
était tatoué d'une croix à l'intérieur de l'avant-bras. Donc, c'est-à-dire qu'au Japon, il y avait que les bourreaux, que les croque-morts, les équarrisseurs et les personnes jugées indignes étaient tatouées d'une croix à l'intérieur de l'avant-bras. Pour les criminels, parce que justement, t'en parlais, pour les criminels, une double barre sur le haut du bras ou un double anneau autour du biceps. D'ailleurs, ça me fait rire parce que je vois beaucoup de gens qui se font tatouer Oui, c'est vrai. des anneaux autour du biceps et parce qu'ils trouvent ça joli et tout, mais en fin de compte, c'était pour dire que c'était des criminels à la base. Hein. Ou sinon, sur le front, bah oui, c'est ça. Ou ils tatouaient sur le front un symbole japonais qui signifiait le mot chien. Alors, c'est-à-dire que là, on tatoue directement sur ton front chien, quoi. T'es un chien, quoi. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était par rapport au Japon. Après, qu'est-ce qui me reste? Tac, tac, tac. Alors, bah voilà, bah j'ai fini. Hein. Tout simplement pour dire que de la préhistoire à maintenant, le tatouage a toujours existé. Et quand on voit que de l'homme des cavernes, l'homme de Néandertal se tatouer, parce qu'il faisait sur les murs. Forcément, l'homme de caverne, on retrouve que les ossements. Hein, mais bon, ils ont retrouvé ces outils justement qui servaient à se piquer, à se tatouer. Mais c'est dingue, hein. Ils faisaient des mélanges de couleurs. C'est fou, hein. Ils faisaient chauffer le feu. Ils prenaient de l'ocre jaune ou des pierres rouges, voilà. Ils mettaient ça avec de l'eau. Ils faisaient chauffer ça. Ils ont remarqué qu'il y avait différentes nuances de couleurs qui arrivaient. Ils prenaient le petit ossement d'un oiseau là et ils se piquaient la peau. Mais c'est dingue, j'aurais jamais pensé que l'homme des cavernes se tatouait, jamais. Et voilà, ben moi en fait, si vous voulez, moi ce livre-là, c'est un livre qui fait à peu près 250 pages. C'est un Qui livre est l'auteur? que j'ai eu quand j'avais, voilà. Tu peux nous donner le nom de l'auteur? Ouais, mais je l'ai pas à côté de moi là. D'accord. Tac, tac, tac. Alors attendez, je vous Non, dire mais ça c'est pas tout de grave, suite. t'inquiète pas, Bassoane. En tout cas, c'était très intéressant. Sibylle, c'est ton tour. Toi, tu souhaitais nous parler de pâtisserie. Alors moi, pâtisserie, on se retrouve au XVIe siècle, mais pâtisserie, en fait, c'est viennoiserie. Je dirais plutôt que donc au XVIe siècle, on fabriquait les pâtisseries en forme de croissant. Et donc aujourd'hui, je vais vous raconter la petite histoire en fait du croissant. Ce fameux croissant incontournable dans tous les bons petits déjeuners, je dirais à la française aussi. Comment dire, est-ce que vous savez que ce mets n'a pas grand-chose de français à l'origine? Ah non, je pensais que Est-ce c'était que français. quelqu'un saurait? Non, Non, mais moi je non, pensais que le croissant, oui. je pensais que c'était français. Ben, c'est pour ça que ça restait intéressant et que je laissais un peu de suspense là-dessus, parce que la pâtisserie a été créée en 1683 à Vienne, où les Turcs siègent à ce moment-là. D'accord. Alors que les troupes de l'Empire ottoman décidèrent d'attaquer la nuit afin de ne pas se faire remarquer, on a un boulanger viennois, Adam Spiel, qui, levé avant l'aube, donna l'alerte. La sauce a été repoussée et la ville sauvée. C'est pour donc immortaliser cette victoire que les boulangers de la ville, ils ont confectionné donc le. Alors là, il faut me pardonner, mais je lirai ça comme le Hornech. Hornechem, ce qui se dit donc en allemand une petite corne. Mais en Italie, le croissant se dit cornetto. C'est exactement la même chose. Ouais, ça m'a fait penser à ça de suite. C'est une traduction donc allemande. Cornetto, c'est la glace. pas. C'est bon ça. Ouais. Donc, je m'en retourne. Donc, la forme rappelle le symbole du drapeau ottoman. Et que c'est comme ça donc qu'est née cette viennoiserie, dont l'histoire est bien liée à celle des Turcs. Mais comment ça comment ça se fait que les Français se le sont appropriés en fait? Ah ben j'y viens, mais alors justement, moi c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Pourquoi, quel est le rapport avec Paris, la ville, avec les traditionnels, les meilleurs croissants? Donc en France, ça serait Marie-Antoinette d'Autriche. Moi j'ai fait un lien avec 1770. Elle est originaire de Vienne donc, et elle aurait officiellement introduit et popularisé le croissant de Paris.
Et D'accord. ce, même si on sait que les pâtisseries en forme de croissant existaient déjà lors de banquets royaux au XVIe siècle. Donc au XVIIIe siècle, je dirais que le croissant n'est qu'une pâte à pain améliorée. Et c'est le croissant feuilleté au beurre que l'on mange aujourd'hui, qui a été donc vers 1920 par les boulangers parisiens. Donc D'accord. aujourd'hui, on arrive à apprécier ce croissant, donc ce fameux croissant feuilleté, quand on tombe sur des vraies boulangeries avec de vrais boulangers et non pas du surgelé. Donc je trouvais ça super intéressant à soumettre Oui. ce soir. Ben oui, La alors petite ça histoire alors. du croissant. Entre l'homme des cavernes et le croissant, vivement la rubrique de Lucilia. Eh ben écoute, c'était... Dès demain matin, on va plus tous en boulangerie regarder les croissants de la même manière, donc du moins pour tous ceux qui écouteront l'émission. Ah bah oui, ça alors. L'histoire donc, des petits croissants. Voilà. Bah Je écoute, trouvais ça c'était... très cultivant Oui, et mais original. tu as eu raison. Non, mais c'est très Lucilia. bien parce qu'il y a Ah, beaucoup, pardon. il y a- Oui, oui. il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui nous entourent. Et c'est vrai que l'histoire du croissant, bah voilà, t'en aurais pas parlé, hein, on l'aurait jamais su. Comme Ouais, on c'est n'aurait ça. jamais su que les croûtes, bah, ils se maquillaient, ils se mettaient des colliers avec des dents de T-Rex, qui se faisaient beau pour aller danser, qui se tatouaient. Allez savoir, peut-être qu'ils fumaient même de l'herbe illicite, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de loi. Hein, et je pense que l'herbe était meilleure à l'époque. Hein. Voilà. Bon, c'était juste une petite aparté. Hein. Je laisse. Allez, Lucilia, toi, tu as choisi de nous parler de harcèlement scolaire. Oui, j'ai décidé de parler de l'harcèlement scolaire parce que bon, ça atteint beaucoup de jeunes et que des fois, même les parents sont perdus dans tout ce qui se passe. Parce que le harcèlement scolaire, dans le milieu scolaire, peut être vu de plusieurs façons. Physique, morale, psychologique ou autre encore. Hein. Et puis, il faut être bien attentif à tout changement du comportement de l'enfant, sans minimiser les choses ou sans les aggraver, mais trouver un juste milieu, c'est pas évident. Donc, pouvoir discuter avec l'enfant et qu'il puisse s'ouvrir. Il y a plusieurs signes, hein, d'accord? Donc, comment peut-on détecter le harcèlement scolaire? Il y a peu de parents ou peu d'adultes, je ne sais pas si je peux dire peu de parents ou parler simplement des adultes, parce que ça inclut tout le monde, que ce soit professeurs, maîtres, professeurs des écoles et autres, parviennent à voir le mal-être de l'enfant harcelé à l'école. En effet, il n'est pas facile pour l'adulte de le reconnaître, parce qu'un enfant victime, il va peut-être faire la part des choses entre l'harcèlement scolaire et les petites disputes de la récré. En fait, moi, il y a un de mes enfants qui a été victime de harcèlement scolaire. Et en fait, il n'en parlait pas. En fait, Voilà. c'est ça, c'est jusqu'au point de rupture. Voilà, c'est surtout ça. La victime pense parfois qu'elle peut régler ses problèmes toute seule aussi. L'enfant qui est victime. Donc, il se renferme sur lui-même. Il essaye de se dire, bon, bah, ça va passer, et bah, ça ne passe pas. Il a peur. Et c'est ça qui fait que il y a beaucoup de signes. L'enfant qui ne veut plus aller à l'école. Ouais, mais c'est vrai que, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que déjà à l'époque, à notre époque, à nous, notre génération, bon, ça existait déjà. Oui. Mais c'était déjà difficile à gérer. Mais là, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est devenu de pire en pire. Moi, je vois que les enfants, maintenant, ils ont 12-13 ans. Ils sont tous connectés sur Snapchat, sur tous les réseaux, dans leur truc de jeunes, là, sur tous les réseaux sociaux. Et alors, je faisais la réflexion à ma fille qui a 13 ans. Et je lui dis, mais tes copines, tes copains, là, toute la journée, tu les vois à l'école. Et vous êtes encore en train de discuter sur Snapchat, en train de vous envoyer des messengers, des trucs comme ça.
Et d'ailleurs, je m'engueule avec ma fille parce que quand je lui envoie des messages, parce que moi je suis un homme des cavernes, hein, des Néandertal tatoués. Donc quand je lui envoie un message, quand je lui envoie un texto, elle me dit non mais papa, non mais moi, non mais envoie-moi sur WhatsApp parce que moi WhatsApp je l'ai désinstallé. Envoie-moi sur WhatsApp parce que moi je lis pas tes messages parce que j'ai que de la publicité, je lis pas tes messages. Et en fin de compte, elle m'a expliqué que elle-même, parce qu'elle est au collège. Autant avant, elle était copine avec, autant elle avait ses copines, c'était ses meilleures amies. Elles allaient regarder Angel à Bercy chanter, machin et tout. Et d'un coup, je lui dis alors ça se passe bien avec tes copines? Ouais, c'est plus mes copines et tout. Je lui dis pourquoi? Elle me dit ouais parce que elles sont jalouses, parce que tous les mecs ils me regardent. Je lui dis quoi? Je dis, ah, papa il va aller à l'école déjà. Papa, il va aller à l'école, il va régler ça. Comment ça, on te regarde? Ouais, parce qu'elles sont jalouses, parce que les garçons, ils me préfèrent moi à elles. Je dis, aïe, aïe, aïe. À 13 ans, ça commence déjà. Donc, Oui. c'est vrai que, voilà. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, c'était juste pour dire que c'est décuplé, quoi. C'est-à-dire que l'enfant est harcelé à l'école, et quand il rentre chez lui, à l'époque, il pouvait se reposer, et voilà. Ben non, chez lui, il se fait harceler aussi par des messages, par des insultes. Et c'est pour ça qu'il y a eu des suicides. Et c'est un sujet très, 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 très important. Tu as bien fait d'en parler parce qu'il y a beaucoup de parents qui peut-être nous écoutent à la radio, qui ont peut-être des enfants qui sont effectivement dans cette problématique. Et c'est très important même s'ils veulent pas en parler, de leur dire, voilà, il faut en parler, il faut pas te laisser faire et t'es aidé, quoi. C'est important. Moi, je te laisse finir, mais c'est vrai que c'est un sujet parce que Non, ma mais fille t'as raison, me parlait de ça. Sophane. Ouais. Surtout que maintenant, je pense que dans toutes les régions de France, c'est un petit peu pareil. Comme maintenant, il y a les populaires, surtout au collège, ceux qui se disent populaires, donc qui ont un groupe, tout, et que vont se moquer des autres, qui vont harceler les autres, soit par leur style, comment ils s'habillent, ou par leur comportement, leur coiffure, peu importe. Il y a des parents qui peuvent justement des enfants qui peuvent, pardon, s'ouvrir aux parents. On arrive à la maison dire, ben, un tel, il s'est moqué de moi. Mais il y a d'autres enfants, s'ils en parlent aux parents, les parents vont encore les diminuer, encore leur dire, c'est ta faute. Et ces enfants-là se renferment sur eux-mêmes. Mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel où un petit peu l'école est un petit peu désemparée. Oui. Maintenant, c'est vrai que et c'est là justement le rôle essentiel de ce qu'on appelle les pions. Les pions ou les éducateurs, parce que moi j'étais en foyer, donc voilà, c'était plus des éducateurs. Mais c'est vrai que c'est là le rôle aussi et je pense aussi de la prévention. Maintenant, ils en parlent dans les écoles. Voilà, c'est surtout ça, je pense. C'est ça, ils en parlent dans les écoles maintenant, et c'est vrai qu'il faut en parler plus. Et pour que les langues se délient, pour que les gens disent bah non, bah, c'était pas une balance. Quand c'est pour défendre quelqu'un, c'est pas une balance. Il faut bien leur dire, c'est non-assistance à personne en danger. Parce que ça, on leur rappelle pas assez ça. Baswan, je vais te couper, mais là, je veux dire, entre notre époque, ou l'époque comme tu viens d'expliquer pour toi, et aujourd'hui, il y a un fossé qui s'est structuré, qui s'est imposé face pour les jeunes, parce que les employés, donc par exemple les pions, ce sont des personnes qui prennent des premiers contrats qui ne sont pas formés pour ça. Et surtout, en plus, là, en 2021, enfin 2020, donc ils ne sont pas formés pour ça, donc ils n'ont pas cette réactivité. Et ce qu'on leur demande aujourd'hui de faire dans les cours, ce sont des 3 règles à appliquer, et la société se moque complètement de ce qui se passe aujourd'hui aux enfants. Moi, je m'avance. Oui, moi aussi, je trouve. Ils minimisent, en fait. En fait, la société en a rien à foutre, pardonnez-moi, de ce qui arrive aujourd'hui aux jeunes. Alors, dans ce qu'il expliquait, le sujet reste effectivement très intéressant, mais dangereux en même temps. Parce que les violences, jusque-là, étaient à niveau et à échelle selon l'espace-temps avec la technologie que l'on avait. Aujourd'hui, on a une autre forme de technologie qui est accessible aux plus riches ou pas. Donc, ça reste dans le domaine donc, des téléphones, des accès et autres, mais en même temps du vestimentaire. Et ça donne un fossé. Ça met un fossé. Et apprendre aux jeunes distance, la personne en danger est un thème qu'on peut même pas apporter aujourd'hui, on peut même pas leur proposer parce qu'ils n'ont même pas l'apprentissage dans leur propre foyer du respect d'eux-mêmes. Donc il y aurait toute une reprogrammation et
Mais en fait, C'est ça, d'apprendre un petit peu. moi, si je peux me permettre, ça a toujours existé le harcèlement scolaire. Avant, on parlait de raquettes. Maintenant, on a mis un autre nom, c'est tout. Il y a même Effectivement, avec les réseaux sociaux, parce que à qui va avoir le plus de likes, ils voient beaucoup plus de choses personnelles sur la famille, des photos de l'intérieur, et il n'y a pas de soutien entre eux parce que c'est comme s'ils appartenaient à des gangs et s'ils prennent la défense, ben ça va leur tomber dessus. Et finalement, ils le savent aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont dû faire du mal auparavant, mais juste en participant. Et en fait, c'est cette union qu'ils ont de groupe, cette formation de groupe, qui fait que ils se sentent en puissance et que pour eux finalement c'est normal quand ils vont se moquer parce que eux ont des Air Max au pied, enfin je vais dire toutes les marques, les Converse, peu importe, et que eux vont avoir les chaussures qui viennent de chez Auchan. Mais c'est souvent parce qu'ils sont en groupe. Individuellement, je ne pense pas qu'ils le fassent. Et le problème, individuellement, je pense pas qu'ils le fassent. Ça reste très rare. Ça se fait, mais ça reste très rare. Moi, personnellement, j'ai le regard sur 3 types d'écoles différentes. Et en étant en interne, dans certaines, c'est très rare que ça se fasse à l'unité, mais ça le fait quand même, malheureusement. Après, j'ai eu un autre regard, c'est qu'il y a des enfants qui ne veulent pas et ne peuvent pas se défendre, le dire, parce qu'ils vivent au sein de familles qui eux-mêmes sont en souffrance. Donc, ils ne veulent pas rajouter la pierre dans une problématique à développer ça à la maison et qui fait que oui, ils supportent et mais après ça ne se passe pas forcément que sur les réseaux sociaux ou qu'à l'intérieur des établissements scolaires, puisque Bassoane en a fait les frais. Bassoane a pris la défense d'un jeune, ça personne ne le sait. Il était à la fenêtre en train de fumer une clope. Il a vu un jeune se faire harceler, il est descendu. Bassoane, ils t'ont tabassé à combien de points de suture tu as eu? Voilà, ben c'est ça. Je sais pas, j'ai eu une vingtaine de points de suture ou une trentaine. Voilà, ils te sont tombés dessus à 10 ou 15. Il a pris la défense du jeune qui se faisait harceler. Mais pourquoi Bassoane? Il y a que Bassoane qui a bougé. Donc en fait, c'est pas forcément. Je pense que ça se répand de partout. Pas qu'à l'intérieur des établissements scolaires, ou alors, et pour moi, ils sont complètement submergés. Finalement, puisqu'ils minimisent. Hein. Moi, pour l'avoir vécu, c'est jamais grave, c'est pas vrai, c'est le gosse qui en fait trop, et vous êtes une maman poule. Ils cherchent pas à comprendre, de toute façon. C'est comme ça. Après, je comprends qu'ils soient submergés. Ils ont des collèges où ils ont 1500 élèves. Entre 600 pour le plus petit et 1500, voire même 2000. Parce qu'après, à l'intérieur des collèges, il y a aussi certaines structures, certaines classes qui sont des SECPA, des choses comme ça, où là, on arrive à de jeunes adultes. Donc tout ça cumulé fait que ça fait une espèce d'amas, ça fait comme un tourbillon pour moi. Et c'est pour ça que ce sujet est très important, mais la prévention doit aussi se faire à la maison. Parce qu'un parent voit très bien le comportement de son enfant. C'est pas l'enfant, il sort, il est complètement possédé et change de caractère. Pour certains, oui. Mais on le voit quand un enfant est plus difficile, fait un peu le caïd, souvent il essaye de s'imposer avec les parents, certainement, je pense. On le voit ça. Ou alors c'est que son enfant, on ne le regarde pas. Vas-y, Lucilia, oui, voilà, pardon. Oui. C'est à qui veut bien observer. Hein. C'est ça. Le problème, il en est là, c'est à qui veut bien observer. Hein. Et on se retrouve avec ce même positionnement, le respect de soi-même. Tout à fait. Et, il y a certains parents qui ne donnent pas assez d'attention aussi aux enfants. Ça aussi, que bon, ils ont leur mode de vie, ils ont tout, et puis l'enfant est un petit peu mis de côté. Et c'est comme ça aussi que il se sent rejeté à la maison, il est rejeté dans le milieu scolaire, et puis il arrive à un moment donné où il peut arriver jusqu'au suicide. C'est malheureux quand même. Simplement, Bassoane, tu parlais du pion, du surveillant. Moi, il y a des surveillants qui sont assez jeunes aussi, qui n'ont pas encore qui vont se mettre du côté justement du caïd des fois. Tu comprends ce que je veux dire? Au lieu de défendre la victime, il suffit que celui qui l'harcèle, il sache dire les choses d'une certaine façon, et puis le surveillant, comme des fois ils ont que 18, 19, 20 ans, il ne voit pas la gravité des choses. Ça aussi. Le problème, je dirais que c'est un problème
beaucoup plus général. Moi, je sais que à mon époque, bon, le harcèlement à l'école, ça a toujours existé. On a tous été plus ou moins victimes de harcèlement ou de moqueries, soit à cause du nom de famille, soit voilà, parce que les enfants entre eux, ils sont quand même assez durs. Maintenant, c'est vrai que nous, l'avantage, c'est qu'on avait des éducateurs qui étaient quand même assez vigilants, qui regardaient un petit peu ce qui se passait. Mais le plus important, c'est la prévention, c'est en parler, c'est en parler. Mais c'est vrai qu'on vit dans une société qui est complètement qui marche sur la tête. Moi, je fais juste une parallèle aussi par rapport à quelque chose. Alors, je sais que ça a peut-être rien à voir avec la violence, mais bon, au niveau au niveau de la pornographie, hein, qu'on peut trouver sur Internet très facilement. Moi, à mon époque, à part les dictionnaires et la Redoute, franchement, Oui. franchement, c'était chaud, quoi. Et d'ailleurs, pour celui qui avait, d'ailleurs, c'est moi qu'on envoyait parce que c'est moi qui avais le plus de courage. On me donnait de l'argent et on me disait va à la librairie et va acheter les magazines érotiques. Et donc j'ai arrêté. Alors bien sûr, les magazines érotiques, hein, pour pas dire autre chose, ils sont toujours en hauteur, très haut. Et donc moi j'y allais et puis la dame me dit oui, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit oui, je voudrais 3 ou 4 magazines en haut là, comme ça. Alors elle les prenait, elle les mettait. Alors tout le monde voyait hein, parce que forcément il y avait la queue derrière. Hein. Tout le monde voyait qu'est-ce que j'achetais. Alors voilà. Et après ça me faisait de l'argent de poche parce que forcément je prenais ma commission dessus. Et puis en étant à l'internat, je veux dire, j'ai sauvé des vies grâce à ces magazines. Hein. Mais c'est pour dire que maintenant, ils ont leur téléphone portable. Donc ils sont imprégnés de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou tout ce qu'on peut voir au niveau de la pornographie, tout ce qu'on peut voir. Donc ils ont été un petit peu baignés là-dedans dans ces technologies-là. Donc ça rajoute aussi de la violence au niveau de l'image, au niveau de la construction psychologique. Et justement, moi je pense que l'école publique a lâché prise. Entre les parents qui sont pas contents, entre les profs qui sont démissionnaires, certains profs, entre les pions qui sont juste là pour parce il faut bien travailler, il y a plus de personne ose voilà, il y a que dans les écoles privées où il y a une structure, où il y a une discipline, où voilà, dans les écoles publiques c'est laissé à l'abandon. Bon, il y a des profs qui font des efforts, qui font ce qu'ils peuvent pour donner le meilleur. Mais en gros, c'est un peu ça, quoi. Et personne veut mettre les mains dans le conduit, sinon ça va soulever des indignations, sinon ci, sinon ça. Donc il faut, c'est ça le problème en fait. Hein. Après, il se fait la raison. Il y a des parents, qui s'occupent pas de leurs enfants, qui les laissent traîner dehors jusqu'à 22h, 23h du soir alors qu'ils ont 12-13 ans, qui en ont strictement rien à foutre. Et ces parents-là, il faut rien dire. Voilà. Donc après, je dirais c'est le problème de la société qui laisse faire les choses. Et après, bah forcément, vu que l'école, c'est là où on forme les futurs citoyens, c'est là où on forme ouais, c'est ça, les futurs citoyens. Et ben quand on voit comment l'école est malmenée ou comment effectivement les gens ne donnent plus comment dire, ne veulent plus s'investir pour faire des bonnes choses, bah il faut pas s'étonner. Hein. Faut pas s'étonner qu'après, alors après au lycée ça se calme un peu, en fac bon voilà, mais c'est vrai que pour moi, je pense que le collège c'est le pire parce que oui, c'est l'adolescence. Ouais. Ils essaient de s'imposer et c'est très compliqué. C'est très compliqué et je te rejoins. Tu as tout dit hein, dans beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a tellement de victimes. Hein, en 2020, il y avait plus de 700 000, c'est énorme, élèves qui étaient victimes d'harcèlement scolaire en France. Hein. C'est quand même énorme. Et 700 000, c'est énorme. Ouais, oui. C'est énorme. Oui, c'est un enfant sur 10. Hein. Il y a eu beaucoup de suicides d'enfants de moins de 13 ans quand même, c'est énorme. C'est incroyable. Oui, ils ont du mal à en parler justement. Et puis, on revient à ces parents qui ne détectent rien aussi chez l'enfant qui se renferme dans sa chambre et tout. Il y a des parents qui ne voient rien du tout.
Et puis Moi, je je pense, sais que- pardon, je pense aussi que dans certains collèges, quand c'est des petits collèges de région, plus ou moins les personnes se connaissent. Et en fait, j'ai peur qu'ils ont, je perds pas du tout. Je pense qu'ils ont peur des représailles aussi, des parents. Parce que combien de profs ont été tabassés, combien de directeurs d'établissement aussi. Et en fait, on dirait qu'ils minimisent aussi pour éviter les problèmes, mais les problèmes internes. C'est-à-dire de parents qui pourraient leur porter plainte ou les choses comme ça. Alors, pas forcément du côté de la victime, je parle aussi du côté du bourreau. Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, on va dire que, comme on dit, hein, le fruit descend pas trop loin de l'arbre, en général. Hein. Donc, on va dire que si l'enfant est un petit peu tordu dans sa tête, bon, il y a des familles, les pauvres, elles subissent. Mais bon, en général, il y a toujours quand c'est des familles à problème, quand l'enfant à répétition il fait des problèmes et que les parents ont été convoqués une fois, deux fois, trois fois, alors c'est parfois et qu'ils font pas le nécessaire. Bon, parfois, on va dire c'est des personnes qui ou des femmes seules qui ont pas vraiment. Mais bon, on va dire que un élève qui fait du mal à d'autres élèves, c'est qu'il a un problème déjà. Et donc justement à ce moment-là, comme on dit, c'est soigné par le feu. C'est moi à un moment donné, j'ai toujours l'exemple des orphelins d'Auteuil où j'étais. Hein. Moi, l'avantage, c'est qu'en étant à l'internat, quand j'avais une embrouille avec un plus grand que moi ou quelqu'un parce qu'il fallait se faire respecter, il fallait se battre de temps en temps. Et ben, vu que je restais un week-end sur deux, celui qui m'avait pourri la semaine ou celui qui voulait me faire peur toute la semaine, de toute façon, j'avais pas le choix. Je le voyais le week-end parce que le week-end, il était avec moi. Et le week-end, justement, vu que c'était dans un autre contexte, même s'il voulait me faire peur et tout, donc soit on réglait le problème le week-end, et après la semaine, j'avais plus de problème, quoi. Donc c'est vrai que voilà, c'était une autre méthode, mais bon, c'était au moins il n'y avait pas de harcèlement comme ça. Moi, je me rappelle pas. Même ceux qui étaient faibles, tout ça, il y avait un certain respect. C'est-à-dire que même quand il y avait des faibles qui se faisaient attaquer, nous, c'est comme ça que ça se passait aux orphelins d'Auteuil. Même quand il y en avait des faibles ou qui se faisaient attaquer par des connards, les grands, ils intervenaient. En fait, les grands, ils intervenaient, ils disaient qu'est-ce que tu fais? Ils foutaient 3 claques au mec, ils lui mettaient une balayette, 3 claques, et le mec qui se calmait, il arrêtait ses conneries. Il y avait un respect, il y avait une institution, il y avait les grands qui étaient là. Les grands faisaient respecter la loi. Maintenant, maintenant il y a plus personne. Maintenant, les gens, ils ont peur des petits, quoi. C'est les petits qui font la loi. En fait, c'est là, les petits qui veulent faire les gangsters. oui, mais Bassoane, tu parles d'une autre époque. Maintenant, comme tu l'as dit d'ailleurs au début, il y a les réseaux sociaux. C'est-à-dire que le harcèlement est aussi sur les réseaux sociaux. Ils prennent des photos avec leur téléphone, même s'il est interdit dans l'établissement, ils doivent le garder dans leur sac. Donc il y a du harcèlement qui continue. Ouais. Ils partagent. Exactement. Les photos, ils partagent tout et ça crée. Par contre, Sophie, est-ce que je peux donner un numéro Bien sûr. Un numéro vert pour l'harcèlement? Oui, bien sûr, vas-y. C'est le 30-20. Ce service est un appel gratuit. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. C'est le 30-20. D'accord? Sinon, il y a aussi un numéro vert net écoute. C'est le 0800 200 200. 0800 200 200. C'est un numéro gratuit. C'est anonyme, confidentiel. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Si ça peut permettre à certaines personnes adultes ou enfants, voilà, de prendre des informations, oui. Voilà, pour qu'ils puissent au moins s'en sortir un petit peu et puis pouvoir en parler. S'ils n'osent pas en parler aux parents, qu'ils puissent parler à une personne inconnue. Oui, bien sûr. C'est pas... Enfin, c'est un sujet qui n'est pas assez abordé, je trouve. Et donc, c'est très bien que ce soir, on en ait parlé. Alors, on a Luc Darac avec nous, qui est, vous voyez, muet. Ou alors, nous l'avons hypnotisé. Voilà, Luc, c'est voilà. Je suis très sage parce qu'en fait, le harcèlement, c'est un sujet très, très vaste. Et je pense que c'est vraiment dans une systémique. En fait, on a parlé de la famille, on parle des réseaux sociaux, on parle aussi de ce qui se passe à l'école, mais c'est tellement vaste
qu'on pourrait en parler en fait pendant des heures en fait. Tout à fait. Voilà. Donc, Ouais. je vous ai écouté attentivement. Donc voilà, Lucilia, tu as terminé? Oui, j'ai terminé parce qu'il y a encore toi, Sophie, qui doit passer. Bon, très bien, merci. Merci. Donc voilà, donc en fait, nous allons faire prochainement une nouvelle émission sur le paranormal parce que c'est vrai on m'en parle beaucoup, que ce soit dans les consultations et c'est très plébiscité. Donc on va en programmer une prochaine, on va avoir la nouvelle programmation pour cette année. On essaiera d'être beaucoup plus performant, vous verrez. Peut-être des phénomènes paranormaux justement pendant les émissions, mais dus à des problèmes techniques. Donc en fait, moi j'ai choisi de vous parler de lieux hantés. Puisque vous avez dû voir que sur mon blog, le blog de Sophie, c'est un sujet que j'aborde régulièrement. Donc là, je vais juste un petit tour vite fait. Donc, on parlera des lieux hantés en France. Donc, évidemment, un des lieux les plus réputés, qui est le château de Fougeray, qui se trouve en Nouvelle-Aquitaine. Alors, ce château est aujourd'hui devenu chambre d'hôte. Donc, en fait, vous pouvez louer pour la nuit une chambre, 75 € avec le petit déjeuner inclus. Par contre, il n'y a pas de il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de non, pas du tout. Il n'y a pas de télé non plus. C'est-à-dire qu'il faut y aller vraiment avec la bonne personne. Si vous n'avez rien à vous dire, ça risque d'être compliqué. Donc en fait, l'histoire de ce château. En fait, on dit qu'il y a eu beaucoup de décès violents et très soudains, notamment celle d'un huissier qui a été tué à la hache courant du XVIIIe siècle. On parle également, ça j'ai vu parce que j'ai fait des recherches, d'une jeune femme prénommée Alice qui serait décédée d'une maladie rénale en 1923 et qui aurait transmis ses symptômes aux nouveaux propriétaires, donc les personnes qui vous louent les chambres. Donc, plusieurs personnes l'ont aperçue, Alice. Alors, c'est assez controversé. Moi, personnellement, je n'y suis pas encore allée. Je pense que je vais y aller. En fait, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent que Alice demande au médium de sortir pour qu'on la laisse tranquille, puisqu'ils ont reconstitué une chambre avec des meubles d'époque. Et il y a ceux qui disent qu'elle est très contente, qu'on lui apporte des fleurs, des poèmes. Bref, tout le monde se fait sa petite mayonnaise, je dirais. Donc, on parle aussi d'un fantôme qui s'appellerait Félix le Râleur, qui serait décédé en 1898. Donc, Félix le Râleur, c'était un peu, ils l'ont nommé comme ça, hein, un faible d'esprit qui a été dépouillé par sa famille. Et un autre fantôme, puisqu'il s'agit bien de ça, Louis le mauvais payeur, qui a affronté 28 procès en 27 ans et bien d'autres. En fait, il a arnaqué tout le monde. Et il a décidé de hanter le château. Donc en fait, c'est un château qui est très connu. Donc vous tapez château de Fougeray sur Internet, vous allez voir, il y en a des caisses, hein, comme on dit. Donc à Paris, évidemment, nous avons les catacombes. Donc les catacombes, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est en fait en 1785 et entre 1785 et 1787. Donc en fait, il y a eu de grosses intempéries et il y a le cimetière des Saints Innocents qui a été inondé. Donc en fait, tous les ossements étaient un peu éparpillés de partout. Et la mairie a décidé de récupérer les ossements et de les entreposer dans des galeries qui sont sous la ville de Paris. Donc, les transferts, ça a duré un moment, puisqu'après, par la suite, il y a eu d'autres cimetières. Et on dit que cet endroit serait hanté, notamment par un mystérieux homme vert, qui frôlerait les visiteurs et qui laisserait des traces au sol. Bon, là, pour l'instant, on n'a pas vu de photos. Alors, c'est vrai que j'ai voulu y aller plusieurs fois, c'était pas possible. Ah, toi, tu le connais. Donc, en fait, pour pouvoir visiter les catacombes et se faire peur, donc vous irez avec Bassoane et son ami Alf, vous devez compter quand même 29 € la visite. Ensuite, il y avait un sujet que j'avais abordé qui était le jardin du Petit Trianon à Versailles. Donc, le Petit Trianon, c'était le jardin et la maison de Marie-Antoinette. On en a parlé tout à l'heure avec ses croissants. Et en fait, je vous avais parlé de deux Anglaises qui avaient été en visite, donc visiter le château de Versailles en 1901. Et
qui avaient fait une expérience paranormale. Ils étaient retournés dans le passé, ce qu'on appelle aussi une rétrovision, et qui avaient écrit un livre. Bien des années plus tard, certains scientifiques ont fait des recherches et il s'est avéré que ce qu'il y avait dans le livre, c'était vrai. Donc certains bâtiments qui n'existaient pas et d'autres détails, notamment sur la tenue des valets. Enfin bref, tout ça pour dire que peut-être, si on y va, alors il n'y a pas que ça, comme légende, Versailles, j'ai déjà entendu parler d'un trou énergétique qui permettrait de faire certains passages. Il y a plein de légendes autour du château de Versailles. Donc c'est 12 € l'entrée, ce qui n'est pas très cher. Ensuite, alors ça, j'avais trouvé ça rigolo. C'est le bienveillant fantôme de l'église d'Incarville en Normandie. Il y a un prêtre qui hanterait son église. Alors ce prêtre qui s'appelle René de la Mare, son véritable nom c'est Gilbert de la Mare. Alors, il a vécu entre 1880 et 1948. Ce monsieur, donc, qui était prêtre, était aussi radiesthésiste et médium. Il a d'ailleurs aidé, il était guérisseur également. On a beaucoup fait appel à ses services pour trouver des forages, pour bien des missions particulières. Et en fait, on dit que cet abbé chuchote à l'oreille des personnes quand elles viennent à la messe. Enfin, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, parce qu'évidemment, comme tout le monde le sait, je vis en Corse. Donc, il y a la fameuse maison hantée de Sartène. Alors, la maison hantée de Sartène... Alors, oui, alors... C'est la maison où tu as été? Oui, c'est ça. Été, là, où tu... Oui, exactement. Où on te voit dans la vidéo, là, c'est ça? Oui. Ça, là? Oui, où on me voit rentrer dans la maison dans le noir sans éclairage avec un ami qui me filme. Donc en fait, c'est une maison qui est à l'entrée du village, c'est un gros village. Elle est toute recouverte de végétation, il n'y a pas de porte, rien, on peut se garer juste à côté, c'est pratique. Donc en fait, il y a plein de légendes autour de cette maison. Et il se trouve qu'un de mes amis dont je suis très proche, qui est originaire de la région, m'a parlé de cette maison. Lors d'un tournage. Donc j'ai été pour un autre tournage et il me parle de cette maison et je me dis pourquoi pas, on n'a qu'à y aller de nuit. Bon, lui, je vous avoue qu'il n'était pas rassuré, alors je sais pas s'il m'écoute, mais même au début de la vidéo, on l'entend tout sauter, il m'a dit quand je t'ai vu rentrer comme ça dans le noir, parce qu'en fait, toutes ces légendes qu'ils ont pu se raconter en étant adolescents a créé un stress. Donc en fait, nous y avons été. Donc ce que j'ai pu apprendre avant d'y aller, puisque j'ai rencontré des gens de la région, c'est qu'en fait cette maison aurait été donnée à la mairie de Sartène, qu'il y a eu plusieurs propriétaires et qu'en fait il y a eu plein de morts suspectes, notamment un ouvrier qui serait tombé dans l'échafaudage. Il y en a d'autres qui disent que c'est le propriétaire qui est tombé du toit. Il y a même un homme, il y a une dizaine d'années, qui dit avoir vu un serpent géant. Donc en fait c'est ça, et tous les jeunes y vont pour se faire peur, et on parle de voix, de choses comme ça. Alors le maire, lui, il dit que c'est une légende, que la maison n'a jamais été habitée. Il n'y a jamais eu de mort avérée, enfin je veux dire, il n'y a pas de papier, il n'y a rien qui précise quoi que ce soit. Donc en fait c'est vrai, j'y suis allée l'année dernière au mois d'août, avec mon ami Désidé Rioléandre. Donc en fait, quand on est arrivé, donc je suis rentrée et je me suis rendu compte, la première chose que j'ai vue, c'est qu'en fait cette maison, elle n'a jamais été habitée. Il n'y a pas de charnière, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de sol. Il y a un étage, mais il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas d'ouverture. Enfin, je veux dire, la maison, c'est vraiment le néant. D'autant plus qu'il y a plein de jeunes apparemment qui squattent parce qu'il y avait des canettes de coca, des choses comme ça. Alors évidemment sur la vidéo on voit quelques orbes, mais ça c'est normal, c'est dans tous les lieux. Il n'y avait absolument rien dans cette maison. Et le maire lui-même le dit, il n'y a rien, il n'y a jamais rien eu. Ce ne sont que des légendes et des choses qui n'ont jamais été avérées. Alors oui, de l'extérieur, elle est toute mangée par la végétation. Derrière, il y a une rivière.
Enfin, c'est un mythe. C'est un mythe. Et en fait, la maison, elle n'a jamais été terminée, donc personne n'a jamais vécu dedans et personne n'est jamais mort là-bas. Oui, évidemment, peut-être l'homme de Néandertal qui se faisait tatouer, mais je veux dire, peut-être d'autres personnes, mais dans cette maison liée à la construction, tout ça, il n'y a jamais rien eu. Il n'y avait pas d'énergie négative. Alors, Mon ami, lui, il était complètement ahuri, hein. Je vous cache pas. Surtout que sur la vidéo, on le voit bien. Je dis, il n'y a absolument rien dans cette maison. J'ai fait les prières, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais non. Oui, Luc. Ouais, Sophie, tu m'apprends quelque chose parce que justement, j'en entendais beaucoup parler de cette maison, vivant aussi en Corse. Et donc, j'avais entendu cette histoire de personnes qui seraient tombées du toit, etc. et de tous ces morts. Donc, c'est assez intéressant d'entendre que personne n'a vécu en fait réellement dans cette maison. Non, la maison, il y a même pas les bouches. Mais en fait, la séparation des pièces sur la vidéo, donc qui est sur mon blog dans l'article, on voit bien que rien n'a été achevé. Personne n'a jamais vécu une vieille maison. Ça se voit, il y a un plancher, il y a quelque chose. Là, il n'y a rien. D'ailleurs, bannissez les tongs hein, si vous devez y aller. Après, c'est vrai que le bruit de l'eau, alors énergétiquement parlant, on le sait, le déclencheur des phénomènes paranormaux, bien souvent, c'est l'électricité, les appareils électriques, l'eau. Mais là, vraiment, c'est vraiment parce qu'elle est impressionnante à voir de l'extérieur, encore que moi, j'ai foncé comme un taureau dedans. Ça se voit sur la vidéo. Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Et le maire, il n'arrête pas de dire que c'est pas vrai. Parce qu'apparemment, elle est passée de main en main, hein, cette maison. Hein. Je pense qu'après, c'était par héritage ou des choses comme ça, par succession. Le dernier, ce serait un Continental qui l'aurait donné. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il va en faire? Pas très loin, j'ai vu, à 20 mètres, il y a un marchand de légumes. On peut se garer devant. Alors, l'entrée est gratuite. Hein, vous pouvez tous y aller, c'est pas un problème. Allez-y en famille. On ne craint absolument rien. Cependant, je ne sais plus quand est-ce que c'était. Je crois que c'était en 2019. J'étais avec Jérémy et Marina Sanchez qui ont la web TV La Voix de l'âme. Et en fait, elle nous avait filmé. Donc, c'était une émission. Et on avait été dans une autre maison où là, oui, il y avait quelque chose. Puisqu'à la fin, on a entendu des coups donnés dans la maison. La maison a été aliénée depuis 40 ans. Mais alors vraiment, dans cette maison, c'était le néant total. Hein, la fameuse maison de Sartène. Il n'y a jamais rien eu. Il n'y a pas eu d'habitants. Donc voilà, le néant total. Donc c'est bien aussi de dire quand il n'y a rien. Bien souvent, ça vient des légendes. Hein. Cette espèce de stress. Ouais. Bah, je sais pas, mais oui, je pense. Hein. Ensuite, c'est vrai que j'ai étudié le cas. Alors là, je vais faire ça vite fait, puisqu'après, nous avons notre invité de la semaine. Mais je me suis repenchée sur le cas de la maison qui saigne à Saint-Quentin, dans l'Aisne. En fait, cette maison, on en a tous plus ou moins entendu parler, puisqu'à l'époque, on a tous regardé l'émission Mystère. Donc dans cette maison, il y a un couple qui a habité. Donc avant ça, elle a été habitée, pas de problème. Et en fait, ces gens, ce couple, donc ils étaient deux. Lui était chauffeur routier et Madame Belle-Mère, elle était mère au non même pas, elle était femme au foyer. En fait, c'est la maison qui saigne. Il y avait du sang qui recouvrait les murs. Alors ça commençait par des bruits de casseroles, des choses comme ça. Et les phénomènes se produisaient seulement quand elle était seule dans la maison. C'est-à-dire qu'elle a appelé le propriétaire, lui, de n'avoir jamais vécu ça, les anciens locataires non plus. Elle a fait par la suite, parce que par la suite, évidemment, ils ont déménagé. Avant ça, ils ont quand même appelé les gendarmes qui ont mis la maison sous scellé pendant une nuit. Ils ont mis de la farine par terre. Le lendemain, ils ont fait des prélèvements et c'est là où c'est ce qu'il y a de plus troublant, c'est qu'en fait, les prélèvements, ils les ont envoyés sur Paris. Et en fait, c'était du sang humain. Donc, même si elle avait... Voilà, non, mais après, il y a plusieurs hypothèses, de toute façon, sur cette maison. C'était du sang humain, mais par terre... Elle est où, cette... Elle est dans l'Aisne. Non, mais attends, j'y viens. Donc, en fait... oui, la substance, donc évidemment, c'était du sang.
Finalement, ces gens-là décident de déménager. Ils divorcent. Quelques années plus tard, elle fait cette émission. Cette dame, aujourd'hui, a dû changer de nom puisqu'elle a été harcelée. Alors, je ne l'ai même pas dans le quartier parce que tout le monde la prenait pour la folle du coin. Les journalistes de France 3, dans la même semaine avec les gendarmes qui débarquent, certains médiums qui affirment qu'il y a un corps dans la cave. Enfin, pour finir, cette maison, le propriétaire, il n'arrive plus à la louer parce qu'elle est grillée, elle est en photo de partout dans la presse. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de la raser, cette maison, évidemment. Lorsqu'il la rase, donc, il se rend compte que sous la maison, en fait, il y a des corps de soldats allemands. Il découvre une dizaine de corps. Ils reconstruisent la maison, les nouvelles personnes qui habitent dedans. Alors, c'est vrai que depuis qu'elle a été reconstruite, les gens pensent que c'est une maison qui est dévastée juste à côté. Donc, le nouveau propriétaire Henri, en fait, il dit qu'il ne s'est jamais rien passé. Donc, en fait, donc j'émets plusieurs hypothèses. La première étant que, comme elle se trouvait seule lorsque ces phénomènes se produisaient, normalement, les phénomènes paranormaux, ils n'attendent pas qu'il y ait qu'une seule personne. C'était toujours quand son mari n'était pas là. Alors, peut-être qu'elle est de bonne foi et qu'effectivement, le moindre bruit, parce qu'après, à l'extérieur, il y avait quand même du bruit, était intensifié par la peur d'être seule. Vous savez, quand on est seul, comme quand on est gosse, qu'on a regardé la première fois L'Exorciste, je veux dire, Bassoane nous en a parlé. Je veux dire, on a tous peur, donc c'est décuplé. Ouais, c'est clair. Elle parlait ça, alors voilà, ça, le nouveau propriétaire, il a dit que lui, non, le propriétaire, les escaliers pour aller à la cave, c'était flippant, on aurait dit un film d'horreur parce que c'était vétuste, tout simplement. Parce qu'elle, elle a parlé dans l'émission qu'elle avait peur d'aller à la cave, mais n'importe qui aurait eu peur. Je veux dire, quand on voit les escaliers, c'était un film d'horreur, vraiment. Donc voilà. Ensuite, moi je me suis dit peut-être que la maison était infestée de champignons. Il y a certains champignons, alors ils peuvent être gris, noir, bleu et rouge. Et comme ils avaient repeint en fait, le fait qu'ils humidifient, peut-être que ce champignon-là recrachait la couleur. C'est arrivé plusieurs fois. Ou alors, tout simplement, effectivement, oui, il y avait des entités qui voulaient communiquer avec Madame Belle-Mère qui avait attendu qu'elle soit seule. Ce qui est peut-être probable, peut-être que elle est de bonne foi, mais enfin, ceci dit, sa vie a été dévastée par cette histoire. L'émission Mystère l'a mise dedans. Bref, la maison n'existe plus. Elle existe, mais elle a été reconstruite. Et avant ça, il n'y a jamais eu de phénomènes paranormaux. Et après ça, il n'en a jamais eu non plus. Elle n'en a pas eu dans sa nouvelle habitation. Enfin, je veux dire, le mystère quand même reste entier. Et c'est vrai que cette maison, dans les années 90, je crois, a défrayé la chronique. Ça a toujours été un mystère non résolu. En fait, c'est ça. Donc voilà. Voilà. Donc, maintenant, nous arrivons à la meilleure partie, qui est... C'est ça. Radio, musique et... Ce soir, nous recevons Luc Darac, qui est maître praticien en hypnose et qui a accepté notre invitation. Luc, est-ce que tu es ravi de participer à cette émission ? Luc ? Bon, on a perdu Luc apparemment. Luc, où es-tu? Luc, on t'a perdu. Alors Luc, peut-être est parti se boire un verre d'eau au moment où c'était son moment de gloire. J'avais mis la musique de Star Wars et tout. Je veux dire. Luc Skywalker, où es-tu? Oui, Luc. Luc a un problème de connexion. Alors, Luc est peut-être un guignard comme l'équipe d'Infinita Corse Voyance, on ne sait pas. C'est bon, je devrais être là. Ah, Luc, je t'avais fait une entrée pompeuse quand même. Il y a eu la marche de Star Wars. Eh ben, c'est loupé. Eh ben, bravo, c'était notre premier invité de la semaine dans ce nouveau format de l'hebdo. Très classe, Luc, vraiment royal. Bon, Luc. Génial. Donc, si j'étais invité, c'est parce que je t'ai observé sur les réseaux sociaux. Donc, tu es maître praticien en hypnose et en rythmo-MDR. Alors, je sais pas si on dit comme ça. Mais j'avais déjà reçu Jean-Jacques Burtin, qui est un de tes maîtres spirituels, apparemment.
C'est ça, c'est un peu ça, ouais. C'est un ami. Ouais. Voilà. Donc en fait, toi, tu as ton cabinet à Corté, donc qui est dans le centre Corse. Et j'avais envie que tu nous parles de ton activité, puisque toi aussi, tu es un petit peu comme moi, c'est-à-dire que tu sors un petit peu des clichés, de par ta communication. Oh bah oui, quand même. Et j'avais envie que tu nous parles un petit peu de toi, de pourquoi tu as commencé à pratiquer l'hypnose. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer l'hypnose, justement? Alors, qu'est-ce qui m'a amené à pratiquer l'hypnose? C'est vraiment de l'avoir testé par moi-même. D'accord. Je l'ai testé très tôt, à l'âge de 16-17 ans, pour certaines problématiques liées plutôt au stress, aux angoisses, etc. Et j'ai trouvé cet outil, en fait, très puissant, très simple aussi, très facile d'accès, et en même temps à la fois très puissant. Et du coup, j'ai fait la connaissance d'un thérapeute avec qui je suis devenu ami. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me passionner pour cette chose-là, en fait. Voilà. D'accord. Et tu avais quel âge à peu près? J'avais 16-17 ans. Ah oui, c'est jeune. Puis, c'est très jeune, et à la fois, on pourrait même commencer bien plus tôt, en fait, et on commence bien plus tôt, réellement. Je m'intéressais beaucoup à l'humain, au potentiel d'humain, en fait, de l'être humain. Et en fait, cet outil-là s'est révélé vraiment parfait et vraiment puissant, en fait, pour moi. D'accord. Donc, tu as ouvert ton cabinet il y a combien d'années à peu près? Parce qu'il est tout jeune, ce Luc. Ouais, je suis un petit jeune. J'ai ouvert mon cabinet, en fait, il y a 1 an en présentiel. Avant ça, en fait, je me déplaçais beaucoup. Et en fait, je m'étais jamais dit que vraiment j'allais me lancer concrètement là-dedans. J'en faisais à droite à gauche pour aider des proches, pour aider les amis, pour aider des connaissances. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a à peu près un peu plus d'1 an, ça a pris beaucoup d'ampleur. En fait, ici, Sophie, toi, tu es bien placée pour le savoir, tu connais la Corse, ça parle beaucoup, très vite. Et en fait, je me suis fait un petit peu dépasser par la demande. D'accord. Et du coup, j'ai décidé de laisser un petit peu ce que je faisais de côté et vraiment me lancer dans l'aventure en ouvrant ce cabinet, quoi. Voilà. D'accord. Donc, en fait, j'imagine que tu as quand même des spécialités. Ouais. Alors, quelles sont-elles? Alors, des spécialités, en fait, non, pas tout à fait. C'est vraiment l'humain, en fait. On parle beaucoup de spécialités en hypnose, comme spécialités comme le tabac, comme qu'est-ce qu'il peut y avoir? Oui, les addictions en général. Oui. Toutes ces choses-là, pour moi, en fait, l'hypnose, c'est vraiment un tout. Donc, en fait, se spécialiser dans quelque chose, ça réduit beaucoup le champ d'action, en fait. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple du tabac. Le tabac, pour moi, souvent, ce qui se passe et ce qui arrive, en fait, par retour d'expérience, c'est un petit peu un symptôme. C'est un petit peu un symptôme de tout ce qui peut se cacher en dessous. Donc, il peut y avoir du stress, il peut y avoir l'anxiété. Il y a plein de choses. Donc, en fait, se spécialiser dans une chose, ça serait vraiment réduire cet outil-là de l'hypnose qui est trop puissant, en fait. Et je trouve que se spécialiser, pour moi, c'est pas forcément une bonne chose, parce qu'on retrouve vite certaines problématiques liées aux émotions, à la gestion d'émotions qui peut se retrouver, en fait, partout, quoi. D'accord. Alors justement, hier, j'ai vu sur Facebook une publicité passer, donc un certain site qui propose d'apprendre une langue étrangère facilement avec l'hypnose. Ouais. J'ai été surprise, quand même, je vous cache pas. Donc on peut tester gratuitement pendant 14 jours apparemment. Et je me suis dit, dis donc, je veux dire pour passer le bac. J'ai été surprise et je me suis dit, je vais lui poser la question quand même.
Ben, je t'avoue que je l'ai vu passer. Alors, faut vraiment faire attention en ce moment, je pense. Bon, bah, après, c'est un peu partout avec tout ce qui est spécialité dans le bien-être, etc., les choses comme ça. Parce que votre profession n'est pas réglementée. On en avait parlé justement dans l'émission que j'avais faite sur l'hypnose, oui. Et en fait, n'importe qui peut s'installer. C'est pour ça que souvent dans les émissions, donc c'est pareil un petit peu pour ma spécialité, puisque je suis praticienne en énergie multidimensionnelle, ou tout simplement dans la médiumnité. Personne n'a justifié le diplôme. Ou après nous, dans le milieu de la voyance, de la médiumnité, on a l'Institut national des arts divinatoires, qui est l'INAD, dont je suis membre d'ailleurs. Mais à côté de ça, voilà, il y a de tout et n'importe quoi. Toujours vérifier, justement, hein, Luc, parce que c'est pas évident là de démêler le faux du vrai. Hein. Ben, c'est ça. Et après, j'ai vraiment envie de dire qu'il n'y a pas. Enfin, c'est très difficile aussi parce que une personne qui est vraiment pas diplômée et qui est plutôt mal attentionnée, si elle a une très bonne communication sur Internet, sur les réseaux, etc., elle aura toujours du monde en fait. Ça me fait penser un petit peu à cette expérience qui avait été faite, je sais plus sur quel site c'était, sur Airbnb ou une chose comme ça, ou sur TripAdvisor, il me semble, où une personne s'était créé un faux restaurant et avait pendant une année ajouté des avis positifs, et elle était devenue numéro 1 de la ville de Londres, je crois, il me semble. Donc en fait, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de choses sur lesquelles on pourrait dire que cette personne elle est meilleure qu'une autre, etc. Ça sera vraiment au rapport, le rapport entre les deux personnes, quoi, entre le praticien justement et ce client et le client, quoi. D'accord. Ouais. Donc j'ai pu voir que tu faisais partie d'une association. Le descriptif justement est dans l'article que j'ai créé sur le site Infinita Corse Voyance. Alors parle-nous un petit peu de cette association justement. Vous êtes une quinzaine de praticiens. C'est ça. Donc c'est l'ASBB. Donc c'est l'Arche Suisse Beyond Borders. Alors c'est une asso qui a été créée il y a quelques temps. En fait, on s'est rendu compte que sur les missions humanitaires, donc tout ce qui est personnel aidant, alors il y avait 80% à peu près de burn-out sur les retours de mission en fait. D'accord. Donc ce qui est un chiffre assez énorme. Donc il y a aussi du suicide en fait dans ces personnes-là. Et en fait, on s'est rendu compte que justement ces personnes qui partaient en mission étaient pas du tout suivies. Donc au départ de mission, pendant leur mission et surtout sur leur retour. Donc c'est Vincent Arner qui a créé cet asso en Suisse, qui est basé à Genève. Et l'idée était de vraiment rentrer en contact avec des grosses structures humanitaires, donc Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, et des organismes aussi. Mais là, on parle en fait les personnes qui sont traitées en soins, c'est des personnes qui reviennent de pays en guerre ou pas forcément. Alors ouais, ça peut être de pays en guerre, ça peut être aussi sur tout ce qui est camp de migrants. Et catastrophes naturelles peut-être. Comment ? Et catastrophes naturelles peut-être. Quand il y a des tsunamis, des choses comme ça, oui. Je viens d'y penser, tremblements de terre. Oui. D'où le traumatisme peut-être plus sévère, justement sur les pays en guerre ou les grosses catastrophes naturelles. C'est ça. Et du coup, toutes ces personnes qui sont là en aide, justement pour les victimes, elles sont pas du tout suivies, et ce qui fait que elles rentrent et c'est l'explosion, quoi. C'est l'explosion au retour en France. Alors ça fait beaucoup de syndrome post-traumatique, ça fait beaucoup de stress, ça va jusqu'au suicide. Et du coup, l'idée pour nous, c'est vraiment d'accompagner ces personnes-là durant leur mission, même avant, et surtout aussi sur les retours, en fait. Sur les retours de mission. Mais alors, comment ça se passe ? Tu dois te rendre en Suisse ou tu es toi-même en mission dans différentes villes de France ? Alors, comment ça se passe ? L'année dernière, il y a eu 2 voyages qui ont été organisés donc vraiment sur place.
dans les camps de réfugiés en Grèce, par exemple. D'accord. Et sinon, actuellement, par exemple, c'est beaucoup en visio. Donc, on accompagne les personnes qui sont sur place en visio. Donc, l'hypnose fonctionne aussi par visio. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, C'est comme nous avec le téléphone, c'est pareil. D'accord. Exactement. L'hypnose fonctionne aussi en visio et elle est autant efficace en visio que en présentiel. Malgré qu'on préfère toujours le présentiel, c'est sûr. Oui, pour venir, pour connaître le praticien. Donc, j'ai vu aussi que tu avais beaucoup voyagé et tu dis que ça t'a beaucoup aidé, justement, dans ta pratique. Ouais, ça m'a énormément aidé dans ma pratique. Alors, j'ai beaucoup baroudé. Je suis parti plus d'un an en voyage en sac à dos. J'ai aussi fait des trips, des grands voyages à vélo durant quelques mois, etc. Ça m'a beaucoup fait évoluer dans ma pratique, dans le sens où l'hypnose, c'est pas forcément que du verbal. Oui, la personne va réagir à des suggestions, etc., lancées par l'hypnotiseur. Mais on peut aussi énormément communiquer à travers les yeux, à travers des regards, des échanges, à travers le corps, souvent. Et en fait, c'est surtout ça que ça m'a appris. Ça m'a appris vraiment à communiquer différemment, à communiquer pas forcément avec les mots. Et on peut vraiment beaucoup communiquer juste avec le regard. Et ça m'a permis aussi de découvrir énormément de cultures, mais justement, on parle souvent de la transe en hypnose, mais aussi de m'intéresser à différentes transes qui existent dans différentes cultures, comme en Amérique du Sud, comme en Asie aussi, et m'intéresser aussi beaucoup à ces choses-là. Je suis un passionné en fait de l'humain et de la transe, des différentes transes qui existent dans le monde. Et ça a été vraiment une découverte d'aller voir un petit peu comment ça pouvait se passer en Amérique du Sud, quelles sont les similitudes de transe entre une transe hypnotique et une transe, par exemple, chamanique. Toutes ces choses-là, ouais, vraiment. Ça a été vraiment une grande ouverture d'esprit par rapport au monde et à ce qui se faisait vraiment à l'extérieur, quoi. Oui, c'est vrai que j'ai hâte. Hein. J'ai hâte que tu viennes, Luc. Alors, normalement... Ami Bastiais de la région bastiaise, j'ai invité Luc à venir faire des consultations à mon cabinet. J'espère qu'il va venir parce que moi j'ai vraiment envie. Alors c'est vrai que du coup Jean-Jacques, je ne l'ai pas vu, Jean-Jacques Burtin, et que je suis vierge de toute expérience concernant l'hypnose. J'ai hâte de voir ça. Bassoane a fait sa propre expérience déjà. Il avait été ravi apparemment, mais moi j'ai hâte d'essayer. Donc en fait, pourquoi on consulte justement l'hypnose? Parce que par exemple là, j'ai hâte de te voir, mais en fait, à part la cigarette peut-être, mais je veux dire, pourquoi on te consulte? Pourquoi on me consulte? Ici encore, c'est vraiment très très vaste. Alors ça peut partir de la cigarette justement. Aux problèmes d'alcool. Tout ce qui est addiction, donc. Ça peut être tout ce qui est addiction. Alors ça, en général, je le fais vraiment avec un avis médical aussi. Des fois, je travaille aussi avec des médecins ou des addictologues sur la Corse pour travailler en duo un petit peu sur ce genre de problématiques. Ça peut être la gestion d'émotions, du stress, des angoisses, vraiment des chocs traumatiques, vraiment, des phobies aussi. Et à l'inverse, on parle souvent de l'hypnose pour régler des problèmes, mais ça peut être aussi vraiment pour laisser émerger certaines compétences, améliorer certaines choses comme la concentration, comme l'imagination. Je travaille aussi avec pas mal de sportifs pour améliorer en fait les résultats. Oui, la préparation mentale. Voilà, exactement. Ça peut être vraiment très très vaste en fait. C'est vraiment très vaste. Alors, c'est là où je reviens au truc de se spécialiser. Pour moi, ça serait vraiment dommage de se fermer vraiment que sur quelque chose. Est-ce que tu travailles en centre hospitalier, justement? On parle beaucoup de l'hypnose pour diminuer l'anesthésie ou pallier à l'anesthésie. Alors justement,
Ça va être mon c'est mon programme de 2021. Ça serait vraiment d'intégrer les centres, le milieu hospitalier. Alors j'ai quelques contacts, on commence un petit peu à en discuter. Ouais, l'idée, ça serait vraiment de travailler un petit peu là-dessus, sachant que l'hypnose, elle peut être utile sur beaucoup d'opérations pour en fait diminuer la sédation, pour diminuer en fait l'anesthésie et pour avoir On est en train de voir qu'il y a de meilleures récupérations après les opérations sous hypnose, en fait. Voilà. Alors, j'ai une question peut-être qui n'a rien à voir. Il n'y a pas longtemps, donc j'ai eu une grosse blessure à la main et on m'a recousu sans anesthésie. Est-ce que tu penses qu'on peut s'hypnotiser soi-même? Eh oui. Parce que bon. Oui, on le fait, voilà, on le fait souvent sans le savoir. On le fait souvent sans le savoir. Oui, forcément que. D'après ton expérience, comment ça s'était passé, par exemple? Mais moi, à chaque fois que j'ai besoin de points, je n'ai jamais d'anesthésie. Ouais. C'est-à-dire que j'ai une césarienne sans anesthésie. Il faut le faire quand même. Ça n'a pas fonctionné. Enfin, il y a eu un problème. J'ai failli perdre un doigt. Donc, on m'a recousu comme ça. Mais là, j'avais payé beaucoup de points. Bon, là, j'ai eu que 7 ou 8 points. Mais c'était très profond. Je sais pas. J'arrive à me détacher. Alors, est-ce que ça a un rapport avec mon chamanisme? Peut-être. Mais en fait, je pense à autre chose, quoi. Je veux dire, je suis pas là à regarder l'aiguille qui va rentrer, alors que je ne crame absolument pas le sang. Faut le savoir que j'ai été croque-mort. Enfin, je veux dire, j'ai pas de... Mais c'est vrai. Et Bassoane, quand il a été au courant, il a dit, oh là là, comme tu es courageuse. Hein, Bassoane? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Vas-y, Bassoane. Non, mais lui, il a vu un peu... Oui, c'est vrai, elle est très courageuse par rapport... parce que j'ai vu qu'il était bien entaillé. Et pour revenir à ce que tu dis, justement, j'allais poser cette question, est-ce qu'on peut s'hypnotiser soi-même? Moi, il y a un livre que je lisais, et puis à un moment donné, il disait, pensez à une maison, mais c'est un livre que je lisais. Hein. Pensez à une maison, pensez donc la maison comment elle est, vous rentrez dans une pièce, cette pièce comment elle est, il y a une fenêtre à tel endroit, qu'est-ce que vous voyez derrière la fenêtre et tout. Et puis à un moment donné, ça arrive au niveau du jardin. Et ça m'a fait rire parce que ils disent voilà, donc le jardin, comment vous le voyez? Alors je voyais un jardin carré avec des grandes haies. Et après ils disent il y a un animal qui se balade dans le jardin. Quel animal est-ce? Et moi tout de suite j'ai vu un chat. J'ai vu un chat. C'était un chat qui traverse le jardin. Et le chat en fait c'était un chat gris et qui me regardait comme ça. Et après, ils ont dit, dans le livre, en fait, ils disaient, cet animal que vous voyez, en fait, c'est votre animal porteur de force ou un truc comme ça, je sais plus exactement. C'est l'animal qui vous représente. Un animal. C'est vrai. Et c'est vrai. Et moi, je me suis dit, c'est vrai, moi, je suis vraiment un chat, hein, parce que je suis toujours à la maison, je bouffe, je travaille, je dors. Bon, je fais l'amour de temps en temps, voilà. Mais je suis comme un gros chat en fait, hein. Et il faut je suis pas stérilisé heureusement, hein. Mais voilà quoi. Et c'est vrai que en fait c'est que quand je lisais ce livre, c'était un petit peu de l'auto-hypnose. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, ce que tu racontes, Bassoane, c'est des choses que nous on peut utiliser par exemple en cabinet. C'est partir de l'imagination de la personne et tout en lui posant pas mal de questions, immerger de plus en plus dans l'histoire. Et ça, c'est des choses qu'on utilise. Et pour répondre à ta question, Sophie, oui, l'auto-hypnose, ça existe. On peut s'en servir pour pas mal de choses, comme pour l'anesthésie, mais on peut s'en servir aussi pour explorer, pour s'explorer soi-même. Ouais, et on le fait tous les jours, en fait. Quelqu'un qui est dans une problématique, on pourrait dire qu'elle est hypnotisée par sa problématique. Et du coup, nous, en cabinet, ce qu'on fait, c'est souvent la sortir justement de ça. Donc, ça serait plutôt des hypnoses ou vraiment l'inverse. Des hypnoses de libération, on peut appeler ça. Voilà, c'est ça. Donc oui, l'hypnose, on peut en faire tous les jours. On peut. Est-ce que, par exemple, je peux prendre un exemple assez concret, c'est des fois, on peut s'imaginer les choses tellement fortement. Quand on est en train de lire un bouquin, quand on pense à un moment qui a été très fort dans notre vie, se les imaginer tellement qu'on arrive à recréer des choses qu'on n'arrive pas à créer naturellement, comme des émotions.
comme des larmes, comme des choses comme ça. En fait, l'hypnose, c'est un petit peu accéder à toutes ces choses automatiques. C'est de la persuasion aussi. Ça rejoint le sujet que j'ai abordé tout à l'heure, qui était que justement là, la maison avec les murs qui saignent, elle s'était persuadée que sa maison était possédée, quoi. C'est ça aussi, c'est une forme d'hypnose, finalement. Complètement. On travaille beaucoup aussi avec les croyances des personnes. Et moi, je m'amuse pas mal aussi en cabinet avec ça, mais une personne qui rentre en cabinet et qui a une très très forte croyance sur le fait que sous hypnose, elle va tomber par terre, tout son corps va vraiment se relâcher, etc. Au final, des fois, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, réellement. Parce que la croyance est tellement forte que la personne, en fait, va direct tomber au mot, par exemple, d'or, comme on utiliserait avant, en fait. Ça, donc... Est-ce que parfois, c'était déjà arrivé d'hypnotiser quelqu'un? Ouais. Et la personne se transforme en démon, ou comme dans L'Exorciste. Alors, Est-ce que c'est déjà arrivé, ça, non? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois, en fait, même. Ah oui, donc il y a des gens qui sont possédés, quoi. Donc on parle, ouais, voilà. Alors moi, j'ai aucun avis là-dessus. Je ne sais pas si ça peut exister, si ça existe réellement ou pas. Mais la personne, en tout cas, a de fortes croyances là-dessus. Et ce qui fait qu'en état d'hypnose, ça se réveille. Et puis voilà, on travaille avec ça. Hein. Mais les personnes, elles te disent quoi? Je suis un démon. Ils disent des insultes, ça se passe comment en fait? Non, alors souvent ça m'arrive souvent et c'est non, au début on parle du problématique lambda, on va parler de stress, de choses comme ça et au fur et à mesure du questionnement et de la confiance aussi qui commence à s'installer au fur et à mesure de la séance, on arrive souvent sur des choses comme ça où la personne peut me dire j'ai l'impression que depuis tant d'années il y a quelque chose en moi qui fait que je ne suis pas moi, quoi. Enfin, Ah oui, c'est ce que. D'accord. Donc en fait, oui, c'est ça. La personne se dévoile parce que Voilà. c'est vrai que vu que moi j'ai été hypnotisé, bon, je vais pas raconter tout ce que j'ai vécu, mais à un moment donné, il me posait des questions, mais à un moment donné, on arrivait vers la fin de la séance et j'ai continué en fait. Je suis parti pas dans mon délire, mais j'ai dans ce qui m'avait un petit peu mis dans ma tête là par rapport à, et en fait il m'a laissé continuer parce qu'il m'a pas interrompu. C'est-à-dire que il a vu que ça continuait et après il m'a posé des questions. Et qu'est-ce que vous voyez dans le reflet de l'eau, c'est là, et il m'a laissé continuer en fait, il m'a pas arrêté parce que je pense qu'effectivement, ce qui est difficile, c'est surtout ne pas interrompre la personne quand elle est partie dans ses pensées, c'est ça. et surtout après de la manière qu'il m'a ramené à lui, c'est fou parce qu'on est conscient de ce qu'il nous dit, on se sent bien, on se sent relaxé, on se sent apaisé. On n'est pas du tout apeuré. Moi, je me sentais pas du tout apeuré. Et ça, en fait, l'hypnose, ça permet de libérer vraiment ce qu'on a dans la conscience et chercher et se rappeler aussi de certaines choses qu'on avait peut-être oubliées. Et en fait, le cerveau, c'est un ordinateur incroyable, super puissant. Et en fin de compte, l'hypnose sert à ouvrir les tiroirs et donner les réponses, pourquoi je bois, pourquoi je fume, pourquoi j'ai peur de ci, pourquoi j'ai peur de ça. Et en fait, vous rentrez vraiment dans les tiroirs du passé de la personne. Et c'est vrai que juste une question, qui c'est qui a inventé l'hypnose? L'hypnose, en fait, ça fait très très longtemps que ça existe. Après, mettre le mot hypnose dessus, c'était, alors pour pas te dire de bêtises, c'était au 19e siècle, il me semble. Ouais. Et la personne, je me souviens plus exactement, mais il y a eu de grands hypnos comme Mesmer. Parce que au 19e siècle, en fait, c'est là que tout a démarré. Que ce soit l'ésotérisme, le spiritisme, d'ailleurs Alan Kardec, tout ça. Tout ça, ça a démarré dans les années 19e siècle. C'est là où il y a eu vraiment l'évolution de tout ce qui était spiritisme. Oui, parce qu'il y a des... hypnose, d'ailleurs.
Il y a eu des colloques, des réunions secrètes de grands dirigeants de pays, de grands dirigeants de scientifiques qui ont fait des expériences. Moi, j'ai lu certains écrits là-dessus. Et en fait, l'hypnose fait partie des médecines dites parallèles, donc tout ce qui est hors norme, en fait. Par contre, Luc, il y a donc tu répondras à tes messages, donc puisque cette émission est diffusée aussi en simultané sur Facebook. Il y a Romain qui demande si tu te déplaces en dehors de Corse pour rencontrer des patients. Alors, non. Non, parce qu'il y a. Je me déplace pas trop en ce moment. Je fais beaucoup de visio. Voilà, la visio avec les personnes. Voilà, Romain. Par contre, ouais. Voilà, puisqu'apparemment, visio, ça fonctionne très bien. Donc, alors justement, tu as énoncé ça, et c'est vrai que j'avais posé la question à Jean-Jacques, parce que, bon, je cherche à comprendre, moi, l'hypnose. Il faut que, voilà, je suis une scientifique. Donc, il y a ce monsieur qui est hypnotiseur, lui, pas maître praticien en hypnose, je crois pas, qui hypnotise des salles entières, qui s'appelle Mesmer. Et en fait, donc là, les gens viennent, n'ont pas de problème particulier apparemment, ils n'ont rien à traiter, ils viennent parce qu'ils ont envie d'être hypnotisés. D'après ce que j'ai compris, les personnes sont testées avant, au tout début. Il y a plusieurs personnes, donc il y a des hypnotiseurs qui passent dans les couloirs des sièges apparemment pour voir qui est réceptif ou non. Donc, est-ce que tu penses que, ou est-ce que ça te plairait, toi aussi, par exemple, de faire ce type de show ou de participer à grande échelle comme ça? Est-ce que c'est, enfin, je sais pas, je me pose la question, ça me vient comme ça. Hein. Je sais, c'est pas ma meilleure question, mais. On m'a déjà proposé, je suis en réflexion un petit peu là-dessus. En plus, on m'a proposé pas mal pour cet été, pour pas mal de trucs. Je suis un peu en réflexion là-dessus, mais on m'a déjà proposé. L'idée des spectacles, c'est vraiment du divertissement. Alors, moi, ce qui me gêne un petit peu de temps en temps, c'est un petit peu l'éthique du spectacle et de l'image que ça renvoie sur l'hypnose. Pourquoi pas, à voir. Quand tu dis que des personnes passent dans les rangs, comme sur les spectacles de Mesmer, etc., en fait, il y a juste une première partie qui dure 5-10 minutes, en fait, juste vraiment avant que les gens montent sur scène, où la personne, l'hypnotiseur, va du coup faire des tests pour tester en fait la réceptivité des personnes. Et en fonction de ces tests-là, en général, on dit qu'il y a à peu près 20% sur une foule de personnes très très réceptives. Donc forcément, l'hypnotiseur va prendre ces 20% dans la foule pour les faire monter sur la scène et faire le spectacle justement avec. D'accord. Est-ce que toi, oui. Ouais. Est-ce que tu pourrais le faire, ça? Est-ce que par exemple, là, il y a Yanis, je lui dis qu'il vienne me filmer quand tu viens à mon cabinet et tu m'hypnotises comme ça et tu me fais faire des choses. Ouais, c'est carrément possible. Bon, alors écoute, nous allons le faire. J'ai bien envie qu'on le fasse, donc la vidéo sera en ligne, donc je vous en enfermerai. Il y a Romain qui te remercie pour le renseignement. Sur le site Infinita Corse Voyance, sur mon blog. D'accord. Luc, défi accepté ou pas? C'est noté. Voilà. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Luc. Oui. Luc. Ouais. Luc, t'en profiteras, tu te diras, tu vas augmenter Bassoane, tu vas lui donner une prime de 1000 €, tu vas lui donner une prime de 1000 €, Bassoane. Mais tu te rappelleras plus de rien après. Tu regarderas même pas ton compte bancaire. Tu serais On s'arrange. Ah, je serais. Ah, mais moi, je vais peut-être faire ça, hein, mais. Ouais, pourquoi pas. Non, mais voilà, oui, ce serait intéressant, effectivement, de. Et blague à part, par exemple, une image qui est souvent véhiculée, c'est que on pourrait faire n'importe quoi à n'importe qui. Ça, c'est complètement faux. Et comme tu l'as dit, Bassoane, en fait, les personnes gardent leur esprit critique.
malgré qu'il soit vraiment diminué dans ses transes hypnotiques, la personne va quand même garder un esprit critique. Donc ça serait carrément impossible de lui faire quelque chose qui la mette en danger, par exemple, ou qu'elle ne veuille pas faire, quoi. Ouais, je pense qu'il y a ce qu'on appelle des clapets de sécurité. C'est-à-dire que tant que c'est bon enfant, tant que c'est pour rigoler, faire le toutou, faire l'animal, ou voilà, tant que c'est pour rigoler, donc il y a la conscience humaine, l'âme dit bon, c'est pas trop grave, c'est pour s'amuser, il y a pas mort d'homme. Mais si c'était pour faire des choses incroyables, de mettre la tête dans les toilettes ou de faire des choses, de se couper la main, là tout de suite il y aurait les clapets de sécurité qui se mettent. Ouais, voilà, il y a attention, oui, il doit y avoir une sécurité, danger, quoi. Voilà. Exactement. Ouais. Il y a quand même une sécurité. C'est pour ça que le corps humain est très bien fait. Ouais. Ouais. C'est pour ça que, par contre, tu feras le test, hein. On verra, ça va me faire le virement de 1 000 €. Parce que peut-être que son clapet de sécurité va se mettre en alerte. Attention, pas de virement. Parce qu'on va dire, ah, mais il m'énerve ce. Et ça se trouve, elle va te dire des trucs sur moi incroyables. Il m'énerve ce Bassoane, hein. Je la ferai parler de toi. Ouais, mais fais-la parler hors caméra, hein, parce que on sait jamais, hein, si elle sort des dossiers, voilà. Ah non. Ah, on n'est pas aidé, hein. Vraiment. Je pense, mais je voulais faire juste une petite pensée à Lily Rose, parce qu'effectivement, elle a pas pu être là, et elle a des problèmes un peu malade, hein, elle est tombée un petit peu malade. J'espère que c'est pas trop grave. Voilà, je lui fais un gros bisou. Voilà, juste une petite pensée nous pour aussi, elle. on l'embrasse. Elle a jamais raté une émission, elle a toujours été là, donc je sais qu'elle nous écoute. Du moins, j'espère qu'elle nous écoute. Voilà, donc un petit bisou pour Lily Rose, voilà, tout simplement. On l'embrasse tous, Lily Rose. Donc voilà. Donc pour connaître, alors c'est vrai que toi, Luc, tu n'as pas encore de site internet. J'ai mis les liens dans l'article, dans la section événements du site Infinita Corse Voyance, donc qui est mon site, où vous avez les deux liens, le lien Instagram et le lien de la page Facebook de Luc. Donc voilà, Luc, je t'invite en message donc sur la diffusion en simultané sur Facebook, donc le live, de donner tes coordonnées ou mettre ta page. Donc le rendez-vous est pris. Donc j'attends que Luc vienne faire des consultations à mon cabinet et j'attends que Luc m'hypnotise avec comme caméraman Yanis. Je pense que ça va être une grande expérience. Ah bah écoute, là on va faire le buzz, hein, normalement. Ouais, mais je pense, en plus Yanis, je pense qu'il serait ravi de tenter l'expérience aussi, hein. Oui, Yanis, ça lui plaît énormément, l'hypnose, oui. Ah oui, non, mais tu vas avoir une belle équipe, hein. Donc voilà. C'est parfait. Donc voilà, Luc, on te remercie. Je remercie Lucilia, Sibylle et mon petit Bassoane, dit Chewbacca. Et donc... Chewbacca, c'est moi. Oui. Alors, le programme, parce que voilà, là, cette émission donc, est terminée. Mardi soir, comme tous les mardis soirs, je vous propose de tester en direct et gratuitement les médiums d'Infinita Corse Voyance. Mardi soir, dès 21h, en direct sur Mystique Radio et en simultané sur Facebook, ce sera Lucilia, une des dernières médiums à avoir rejoint mon équipe, qui était tout à l'heure en tant que chroniqueuse. Donc, je voulais aussi faire un petit aparté, c'est-à-dire qu'il y a le numéro de téléphone de Mystique Radio. Et en fait, les live voyances, ou pendant les émissions, il n'y a qu'à ce moment-là, en fait, qu'on va décrocher au téléphone. Le reste de la semaine ou en dehors des émissions, en fait, personne ne vous répondra. Donc voilà. Dimanche prochain, il y aura une nouvelle émission donc de l'hebdo. Et voilà. On est bon ? Et voilà. Et voilà. On est bon. Donc, et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup et bonne soirée. Continue sur 24, 7 jours sur 7. Pour vous, Sophie Vitali, médium et voyante, a sélectionné avec soin médiums et voyants pour leurs véritables dons et leurs qualités humaines. Regroupés au sein d'Infinita Corse Voyance,
Sophie Vitali vous propose avec son équipe des consultations de voyance par audiotel au 0890 100 280 à 40 centimes la minute, ainsi que des forfaits consultations privées à tarif avantageux avec minutes gratuites. Infinita Corse Voyance, c'est aussi un cabinet de soins énergétiques à distance, des consultations en privé à partir de 1,90 € la minute. Vous pourrez également participer et partager vos expériences pendant les émissions en direct sur Mystique Radio, sur les thèmes de la parapsychologie, du bien-être et du développement personnel. Tous les mardis dès 21h, Infinita Corse Voyance et Sophie Vitali, médium et voyante reconnue par la presse et les consultants, vous propose de tester en direct et gratuitement les médiums de son équipe pendant les lives voyances gratuites. Pour suivre toute l'actualité, abonnez-vous à la page Facebook Sophie Vitali Médium Voyante, consultez le site internet www.infinita-corse-voyance.com, le service audiotel au 0890 100 280, 0890 100 280 à 40 centimes la minute.